BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Olivier Salustro, merci d'être avec nous. Je rappelle donc que vous êtes président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. La question, Olivier Salustro, il y a plein de questions parce que j'imagine que pour ceux qui nous écoutent, vos propos vont être précieux. D'abord, est-ce qu'il faut s'attendre à des comptes extrêmement noirs, déficitaires? Écoutez, probablement que les comptes 2020 seront très loin des comptes 2019. Je rappelle que l'impact du Covid-19 ne doit pas figurer dans les comptes 2019, mais bien dans les comptes 2020. Et probablement que l'activité manquante des 3 mois de confinement aura un impact majeur. Tout comme une reprise qui s'annonce difficile, qui est controversée, qui est pas très claire. Et donc, je pense que l'année 2020 sera une année mauvaise pour les comptes des entreprises. Alors justement, sauf cas particulier, bien sûr. Bien sûr, il y en a certains qui en ont profité, voilà. Pas beaucoup, vous avez raison de le souligner. Comment va s'inscrire ces crises dans les comptes? Quel type d'information? J'ai envie de dire, devant l'ampleur du choc, comment est-ce que les entreprises peuvent traiter enfin c'est vous en l'occurrence, c'est du commissaire aux comptes, mais évidemment avec poussé sous la baguette des chefs d'entreprise, comment est-ce que ça va être traité? Alors, écoutez, il y a deux aspects à voir. Il y a un aspect qui est celui du compte de résultat, donc le film de l'année. Là, évidemment, le chiffre d'affaires va baisser, les charges peut-être vont baisser également, et puis vont bénéficier des mesures gouvernementales, des décalages de charges, et puis les mesures de chômage partiel vont permettre d'alléger ces charges, ces coûts fixes. Ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect du bilan. Les actifs des entreprises vont devoir être peignés à l'aune des perspectives. Et la difficulté, c'est précisément de dessiner ces perspectives, de faire des plans d'affaires prévisionnels pour valider ou invalider les valeurs de ces actifs. Donc peut-être on va avoir des fonds de commerce, des goodwill qui vont être dépréciés, peut-être qu'on va avoir des stocks également dépréciés, enfin voilà, ce genre de choses. Mais on est quand même dans une période de forte incertitude, même si on est sorti du confinement, l'incertitude demeure. Et l'incertitude, c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Alors, vous, les commissaires aux comptes et les chefs d'entreprise, mais eux, ils ont souvent, ils arrivent à gérer, à composer. Effectivement, le commissaire aux comptes n'aime pas l'incertitude, et quand il n'aime pas l'incertitude, il le dit à travers son opinion. Là, en l'occurrence, on fera preuve de plus d'intelligence encore que d'habitude par rapport, à ces incertitudes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes plus conciliant? C'est ça que vous voulez dire? C'est pas qu'on est plus conciliant, c'est qu'on regarde les choses avec une attention différente. C'est que quand on nous présente des prévisions, on va accepter qu'on nous présente différents scénarios. Et quand on va mettre en œuvre la machine d'évaluation de ces prévisions, on sera pas jusqu'au boutiste et là où on aura intégré des risques dans un plan d'affaires, on ne viendra pas, par exemple, dans le taux d'actualisation, je m'arrête de jargonner, on ne viendra pas réinscrire un deuxième niveau de risque. On n'aura pas un double effet porte de. Et dans ces cas-là, pardonnez-moi, mais comment ça se passe? Ça veut dire, est-ce que vous avez des instructions? Vous donnez des instructions, mais il y a des instructions. Vous voyez, qu'est-ce qui décide Alors, en fait, de cette intelligence, entre guillemets, que moi j'appelle compréhension, on va dire ça comme ça. Alors, en fait, on a différentes autorités. Vous avez l'autorité des normes comptables, vous avez l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Voilà, ces régulateurs ont publié une série de recommandations et d'observations qui nous donnent des lignes directrices que nous déclinons ensuite avec les entreprises et qui nous permettent justement d'avoir cette compréhension et cette intelligence de la situation en examinant les choses de manière calme et tempérée, en n'étant pas jusqu'au boutiste, en n'étant pas alarmiste, mais en étant tout à fait rigoureux et quand on ne sait pas mesurer quelque chose, on le dit. Mais par exemple, si je prends l'exemple du gouvernement, le gouvernement, on a appris que la fameuse dette Covid pourrait être sortie dans une société, elle pourrait être cantonnée quelque part dans une sorte de bad bank. Enfin, on n'en connaît pas les modalités, mais c'est une des possibilités. Idem, une sorte de foncière qui serait créée. Donc, on est tout le monde est en train de créer ça. Pour les entreprises, ça c'est pas acceptable, c'est pas possible. La dette qui a été, je sais pas, des emprunts, des crédits de trésorerie, on peut pas. Il n'y aura pas de dette Covid pour les entreprises.
Alors, il y a des dettes qui ont été contractées sous l'égide du PGE, oui, bien sûr, mais pour l'instant, ces dettes, pour l'instant, n'ont pas été remboursées, et on ne sait pas si elles seront remboursées ou pas. Oui, mais justement, leur traitement dans les comptes, comment fait-on? C'est vrai qu'il y a plein de questions, en fait. Comme un emprunt normal, en fait, on inscrit la dette au passif du bilan de l'entreprise. Voilà, le jour où elle est incapable de rembourser la dette, à ce moment-là, on en tire des conséquences sur le plan de la continuité d'exploitation. On peut être amené à déclencher une procédure d'alerte, on peut être amené à emmener l'entreprise au tribunal de commerce pour qu'elle trouve une conciliation, une médiation ou que sais-je, ou s'adresser au médiateur du crédit d'ailleurs. Voilà, mais pour l'instant, les dettes contractées pendant la crise sous l'égide des PGE... il n'y a pas de traitement particulier. Il n'y a pas de traitement particulier, sinon qu'on indique dans l'annexe au compte que une partie de ces emprunts ont été contre-garantis par l'État, en fait. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de mise en œuvre de ces garanties en tant que telles, puisqu'il n'y a pas eu de défaut majeur. Ouais, d'accord. Olivier Saint-Justro, c'est par exemple, quand il y a de ce prêt garanti par l'État, donc il y a beaucoup d'entreprises qui pourront ne pas être en mesure de rembourser ce prêt garanti par l'État. Donc l'idée sur laquelle travaille le gouvernement et le président de la République, je crois, c'est de faire basculer ça à ce qu'on appelle en quasi-fonds propres, oui. Pour une manière de renforcer le capital. Ça vous paraît nécessaire? Est-ce qu'on peut dire toujours que les entreprises françaises sont très sous-capitalisées? C'est un mot dont on parle depuis que je suis jeune journaliste, donc ça fait très longtemps. Pas si longtemps que ça, mais non, effectivement, c'est une remarque structurelle qui perdure en France. Les entreprises sont notoirement sous-capitalisées, les capitaux propres sont insuffisants. C'est d'ailleurs pour ça que les mesures gouvernementales ont été les bienvenues pour aider les entreprises à traverser cette période de vide pendant la crise sanitaire. Pour autant, la conversion en quasi-fonds propres peut être intéressante pour ces entreprises, mais à ce moment-là, qui détiendra les quasi-fonds propres? Est-ce que ce sont les actionnaires actuels de l'entreprise, ou est-ce qu'on va avoir une espèce de nationalisation des dettes en question? Pour l'instant, on est plutôt parti là-dessus. Quelles sont les informations à communiquer pour les entreprises? Là, c'est sûr, on est un peu dans la technique financière, mais c'est intéressant de voir comment on traduit la traduction de la crise sanitaire dans les comptes. Alors en fait, ce que l'entreprise doit dire à ses lecteurs, aux lecteurs des comptes, c'est comment elle s'est organisée pour gérer cette crise, comment elle a utilisé les dispositifs gouvernementaux, comment elle s'est mise à la cape, si besoin était, pendant cette période difficile, et comment elle compte rebondir, et quel dispositif elle va mettre en œuvre pour rattraper la croissance, si la croissance revient, par exemple, à l'automne, puisque on parie beaucoup sur un rebond fort après l'été. Donc, comment l'entreprise se met en devoir de pouvoir capter ce rebond de l'économie. Et comment se porte votre profession? Est-ce que c'est une des rares professions qui profite de la crise de Covid, parce qu'on je sais pas, vous êtes plus sollicité parce que l'exercice est plus compliqué? Alors, les commissaires aux comptes sont fatigués parce que ils ont été. C'est ça que vous avez été très sollicité. Ils ont été au chevet des entreprises pendant toute cette période difficile. D'abord pour expliquer toutes les mesures qui ont été prises, et Dieu sait s'il y en a eu de nombreuses. Et donc il a fallu expliquer, il a fallu se rendre au chevet des entreprises tout de suite, dès l'ouverture, dès la déclaration de la pandémie, c'est-à-dire dès mi-mars en fait, pour voir comment les entreprises allaient justement s'organiser pour passer cette période difficile. Et donc on les a accompagnés régulièrement pendant toute cette période, et on continue d'ailleurs, puisque vous le savez, le gouvernement a repoussé de 3 mois la date d'approbation des comptes. On a jusqu'au 30 septembre, les entreprises ont jusqu'au 30 septembre pour clôturer leur compte 2019, et donc on est encore très fortement sur le terrain, mobilisé pour gérer. Et pourtant, comme vous le dites, 2019, ça ne doit pas prendre en compte la crise. Non, ça ne doit pas prendre en compte la crise, mais ça doit expliquer comment l'entreprise s'est mise en disposition de la surmonter. D'accord. Est-ce qu'il y a eu le grand scandale, ça sera ma dernière question, Olivier Saint-Justro, il y a eu ce grand scandale en Allemagne de Wirecard, où il y a 2 milliards quand même qui ont disparu, que les commissions aux comptes, n'ont pas vu. Ça peut arriver, ça, ce genre d'affaires en France ?
Et c'est grâce à des journalistes du Financial Times que ça a été découvert? Oui, j'ai vu. Vous avez regardé, j'imagine. Oui. Bien sûr, nous suivons l'affaire très attentivement. Alors, je ne vais pas répondre sur le fond de l'affaire parce qu'il y a tout un tas d'enquêtes en cours et je ne connais pas le dossier personnellement. Pour autant, on peut quand même dire qu'il y a des différences entre l'audit en France et l'audit en Allemagne. Vous savez qu'en France, il y a le double commissariat aux comptes, le joint audit. Vous savez qu'on a un régulateur qui est très puissant en France, qui est indépendant, qui est une autorité indépendante, qui a un budget qu'elle lève elle-même, alors qu'en Allemagne, l'autorité de contrôle dépend du ministère de l'économie. Vous savez que le marché de l'audit en France n'est pas un oligopole aussi resserré qu'en Allemagne, puisqu'en Allemagne, vous avez 2 ou 3 cabinets. Gros cabinets, comme genre... Oui. Voilà, et puis vous avez une culture en France de l'audit qui est différente de celle des Allemands. Donc, remarquez, vous m'auriez dit oui, ça peut arriver en France. Je pense que j'aurais été très surprise. Mais vous avez raison, il y a des différences culturelles importantes que vous avez soulignées. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, je dis qu'il y a moins de chances que ça arrive. D'accord, intéressant. Mieux protégé en France, même si la loi Pacte a quand même détricoté la séparation entre l'audit et le conseil, qui est quand même un élément inquiétant. Et on ne va pas la refaire parce que c'est vrai qu'elle nous paraît bien loin, cette loi Pacte. Merci beaucoup, Olivier Salustreau, d'avoir été avec nous, donc le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Merci.